y a précisément une semaine, on m'a posé la question suivante. Peut-on divorcer quand on est au SMIC? J'ai été indignée, et même surprise par cette question, car pour moi, divorcer, c'est un droit évident. C'est une valeur même constitutionnelle. Et bien qu'ils soient en contradiction avec des règles de conduite, de morale et religieuse, c'est une liberté individuelle et fondamentale. Et en aucun cas, ce droit devrait être altéré ou diminué par les revenus d'une personne. C'est pourquoi, cher jury, cher public, chère contradictrice, oui, on peut divorcer quand on est au SMIC. Et je vais vous le démontrer. Mais d'abord, qui est ce ton dont on parle? En vérité, la question posée relève d'abord du droit applicable en France, et ceux qui sont soumis au droit français sont donc les citoyens français. Le « on » reprend donc l'ensemble des citoyens français. Ensuite, qu'est-ce que le divorce? Le divorce est défini par la dissolution légale du mariage civil prononcée par un tribunal du vivant des époux, à la demande d'un ou des deux conjoints selon des formes déterminées par la loi. Enfin, même si je pense que vous savez tous ce que c'est, qu'est-ce que le SMIC? Le SMIC, c'est donc le salaire minimum de croissance qui correspond au salaire horaire minimum légal qu'un salarié doit percevoir. Dans l'opinion publique, un SMICard, dans le langage familier, c'est une personne qui a difficulté à tenir ses fins de mois, à payer ses factures, tout ça. Donc dès lors, peut-on divorcer quand on est au SMIC? Je répondrai à cette question en 4 points. Le contexte, ensuite l'importance de ce droit, ensuite la notion du mariage, et enfin les avantages du divorce. Premièrement, pour répondre à cette question, je me suis intéressée au contexte. Dans quel contexte s'est-on posé la question est-ce qu'on peut divorcer quand on est au SMIC? Donc tout commence donc le lundi 4 novembre dans l'émission 24 heures Pujadas de David Pujadas sur LCI, où fut diffusée une séquence vidéo montrant un échange entre Emmanuel Macron, le président actuel de la République française donc, et une mère de famille rouennaise. Elle lui explique, je cite, « Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est toute seule avec des enfants au SMIC. Je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. » À la suite de cela, les chroniqueurs de l'émission ont commenté cette vidéo et parmi eux se trouvait Julie Gratiani, une éditorialiste de l'Incorrect, qui est donc catholique et très conservatrice. Et elle était invitée pour réagir à ce déplacement. Elle dit, je cite, « Je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a bien suivi des études? Mais le problème n'est pas là. » Ici, Julie Gratiani s'interroge sur le parcours de vie de cette dame, alors que ce n'est pas la question. Alors non, peut-être qu'effectivement, elle n'a pas travaillé, car elle était malade durant son adolescence. Peut-être qu'elle traversait une période très difficile physiquement ou psychologiquement. Peut-être qu'elle n'a pas eu des excellents profs, comme ça aussi dans le jury. Sans sous-estimer le déterminisme social qui, pour moi, joue un rôle très important aujourd'hui dans la vie des individus. Mais peut-être aussi que si elle a très bien travaillé, peut-être qu'elle est même diplômée d'un bac plus 5, mais qu'elle a des difficultés à trouver un emploi en raison des offres limitées. Et selon une étude de l'APEC, en 2015, près de 40% des jeunes bac plus 5 sont sans emploi un an après leur diplôme. Et selon une étude de l'INSEE, en 2018, 15% des personnes actives ayant un diplôme de niveau bac, de CEP ou BEP, qui ont achevé leur formation initiale depuis 5 à 10 ans, sont au chômage. Julie Gratiani dit encore, « Puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. » De là vient le débat. Ces mots démontrent, à mon avis, un grand mépris envers les personnes au SMIC, donc, car être à ce niveau, c'est un boulet. Il ne faut pas en rajouter en étant toute seule non plus. Elle ajoute, peut-être que son mari l'a quittée, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Ce à quoi Aurore Laluc, donc une chroniqueuse qui est contraire aux mots de Julie, répond, oui, enfin, elle a quand même le droit de divorcer à défaut d'être bien payée. Cela nous mène à notre deuxième point. Comme Aurore Laluc l'a si bien souligné, pouvoir divorcer, c'est un droit. Cette femme avait le droit de divorcer. Aujourd'hui, pouvoir divorcer, c'est donc un droit, mais c'est surtout une chance, car pendant longtemps, le mariage était indissoluble.
Bien qu'à Rome, le divorce existait déjà par consentement mutuel et sous forme de répudiation, l'ancien droit, qui est très inspiré du droit canonique, estimait que seule la nullité ou la séparation des corps pouvait être invoquée. Donc, à partir de la Révolution, c'était le siècle des Lumières et le principe de liberté était à son apogée. Et la liberté des consciences et donc la liberté de divorcer, simplement. Le divorce devient donc possible par consentement mutuel, par simple déclaration devant l'officier d'état civil avec la loi du 20 septembre 1792. Le divorce est donc un héritage de la Révolution dont l'application a donné lieu par la suite à de nombreuses critiques qui aboutirent à plusieurs réformes. On en retient deux. La première réforme, c'est celle de la loi 11 du 11 juillet 1975, dont la finalité première était de libéraliser le divorce afin de le rendre accessible à tous, donc sans critères de revenus. La seconde, est celle de la loi du 26 mai 2004, qui permet une simplification des procédures de divorce, qui permet un apaisement dans les relations entre les anciens époux, afin de les faire se concilier et de limiter tout débat et toute dispute pendant la procédure judiciaire. Donc, le Code civil a réalisé un parfait compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire, comme nous l'a bien appris d'ailleurs Madame Le Labourier en introduction au droit. Il garde de façon restrictive donc le divorce par consentement mutuel et il permet également le divorce pour faute. Donc après avoir été supprimé et réintroduit, et puis supprimé et puis réintroduit à cause du catholicisme qui était religion d'État en 1816, le divorce est maintenant introduit aujourd'hui, comme vous le savez tous. On pose ensuite, selon le doyen Carbonnier, 4 formes de divorce, illustratives du pluralisme législatif, donc le divorce pour faute, le divorce par consentement mutuel, sur demande conjointe ou sur demande acceptée, et le divorce pour rupture de la vie commune. De plus, il n'y a plus de pénalité pour celui qui prend l'initiative du divorce. Plus de factures à payer, en rajoutant. Une question s'impose. Qui peut divorcer? Par logique, quelqu'un qui divorce, c'est quelqu'un qui s'est marié. La loi dit donc que toute personne qui s'est mariée peut divorcer. Cela veut dire donc que quelqu'un peut sortir de la mairie, regarder son mari et dire non, en fait, non, je ne veux plus. Et repartir dans la mairie et divorcer. Cela nous mène donc à la notion du mariage, notre troisième point. Selon le professeur Villemain, le mariage apparaît traditionnellement comme un engagement par lequel deux personnes physiques décident d'adopter un statut proposé par la société et reconnu par le droit pour leur permettre finalement de vivre ensemble et également d'accueillir et d'éduquer des enfants, donc d'établir un lien de filiation. Le but de mariage, c'est donc la vie commune, c'est l'amour. On ne peut pas rester dans un mariage par des besoins financiers. On doit rester parce qu'on aime la personne, parce qu'on a envie de rester avec elle. En ce sens, d'un point de vue juridique, la loi reconnaît comme motif seulement la séparation des époux depuis 1 an, l'adultère ou la cruauté physique ou mentale d'un des époux pour pouvoir causer le divorce. Mais mes correctrices me diraient, et du point de vue humain, c'est là où je vous pose cette question. Imaginez, je suis sûre que vous avez des enfants. Imaginez-les donc plus grands, mariés, parents peut-être. Ils souffrent dans leur mariage. Peut-être qu'ils n'aiment plus la personne, peut-être qu'il n'y a même plus d'entente. Leur direz-vous, mais tu n'es cosmique, ne divorce pas, tu ne peux pas te le permettre, voyons. Peut-être même plus grave, peut-être qu'ils souffrent de violences conjugales. Direz-vous, Madame Le Labourier, à vos fils, à un seul de vos fils, oseriez-vous lui dire, tu dois rester, tu n'as pas assez d'argent, tu peux pas te le permettre. Assure tes arrières, comme le dirait Julie Gratiani. Au vu de votre intelligence, madame, je n'ose même pas à l'imaginer. Car c'est ce qu'elle insinue, elle, quand elle dit « Tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix de mec, tu assumes. Ce n'est pas à l'État d'arranger tes problèmes. En gros, aide-toi et après, l'État t'aidera toi-même. » Il faut savoir d'ailleurs que cette femme s'est excusée. S'est excusée d'ailleurs pour ses propos. Je finirai avec mon dernier point, les avantages du divorce. Pour les personnes qui donc se retrouvent seules, femmes célibataires divorcées, il existe des aides, des allocations familiales, des pensions alimentaires, des pensions compensatoires,
afin de les aider à payer les frais des avocats, les aider à payer les charges qu'elles ont, les frais de scolarité, les coûts simplement, les frais alimentaires. Il existe plusieurs aides et c'est là où je m'arrête parce que j'ai arrêté longtemps. Merci. Ba da ba da ba da ba da ba.